Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Un petit mot peut-être pour commencer cette émission sur la grève de la SNCF qui, le moins qu'on puisse dire, déboussole beaucoup de nos compatriotes, notamment dans leur transport régulier et quotidien. Alors, le Front National a peut-être une position un petit peu schizophrénique sur la question, en ce sens que vous défendez un service public, et en même temps, traditionnellement, vous êtes également les défenseurs de la liberté des citoyens, notamment celle d'aller travailler. Une opinion sur ce sujet ? Je trouve que cette grève perlée, au lendemain de laquelle il faut beaucoup de temps pour remettre les trains en marche, s'apparente quand même peut-être un peu à l'abus de droit, à mon avis, bien que le droit de grève soit un droit constitutionnel. Ceci étant, encore une fois, dans cette affaire, on ne pose pas les vrais problèmes. Le vrai problème, ça n'est pas essentiellement le statut des cheminots. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui étaient recrutés aujourd'hui ne l'étaient plus sous ce statut. Bon, et puis il faut être raisonnable. Les cheminots ne gagnent pas des sommes considérables. Ils ont quand même un certain nombre d'astreintes, même si ça n'est plus... Ce ne sont pas des privilégiés pour vous. Ce ne sont pas vraiment des privilégiés, mais non, les privilégiés, on peut les trouver au sommet du 440. Il y a certains hauts fonctionnaires qui ont pantouflé dans des entreprises dont ils n'ont pas créé un seul élément, et souvent qu'ils gèrent mal et qui partent avec des salaires absolument mirifiques. Je dois dire que moi, qui ai toujours été partisan de l'économie de marché, de la libre entreprise, je trouve qu'il y a quand même certains aspects du capitalisme contemporain qui sont parfaitement scandaleux. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème, qu'il y ait de la concurrence, après tout, j'ai été, moi, l'un des premiers, il y a plus de 20 ans, lorsque on parlait de fermer certaines lignes régionales qui étaient déficitaires, je disais, mais offrez donc, publiez un appel d'offres pour que des entreprises privées s'y intéressent. Parce que vous dites qu'elles sont déficitaires, mais peut-être que l'initiative privée arriverait à les rendre rentables et à maintenir ces lignes. C'est là qui était le vôtre au Conseil régional de Rhône-Alpes. Oui, absolument, au Conseil régional Rhône-Alpes, où on a fait l'imprudence, comme dans tous les conseils régionaux, d'ailleurs, de s'engager dans le gouffre, précisément, d'abord des gares, et puis, comme je leur avais dit, ensuite, on vous fait d'abord payer les gares, savoir par exemple si la gare qui doit desservir Valence et Romans doit être située à tel endroit plutôt qu'à tel autre, on vous la fait payer. Demain, on vous fera payer le matériel roulant, après ça, l'entretien du réseau ferroviaire, et après ça, les personnels. Et on y arrivait tout à fait. Mais le véritable sujet est complètement occulté. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas tant la mise en concurrence. La mise en concurrence, elle peut avoir des effets bénéfiques, à condition que ce soit une mise en concurrence à l'intérieur du marché national. Quand on nous parle, par exemple, de l'exemple britannique, ce ne sont pas des compagnies étrangères qui gèrent le réseau britannique. Ce sont des compagnies privées, mais des compagnies privées anglaises. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce qu'on nous propose là, qui est l'aspect essentiel, n'étant pas le statut, mais la transformation de la SNCF en société anonyme, exactement, je l'ai déjà dit, comme on a fait autrefois avec le monopole du tabac, avec le résultat actuel, c'est que toutes les manufactures de tabac françaises ont été fermées, que l'on fume toujours autant, qu'on ne vienne pas nous sortir l'argument de la santé publique, mais qu'il ne se fabrique plus pratiquement une cigarette ou un cigare en France, alors qu'avant c'était une des principales rentrées, non seulement de l'État d'ailleurs, mais aussi de notre agriculture. C'est ça le vrai problème. Et ça, c'est la conséquence directe des diktats de Bruxelles. Alors on commence maintenant à s'en rendre compte. Il y a plusieurs voix qui le disent, alors qu'il n'y avait que la voix du Front National qui le disait. Alors, on voit qu'il vient peut-être en appui à celle du Front National. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, défraye la chronique. En tout cas, du moins depuis... du moins, c'est ce que dit Libération, puisqu'il est accusé par le quotidien de reprendre les éléments de langage du Front National en dénonçant la submersion migratoire. Alors, est-ce que M. Collomb vient sur le terrain qui est le vôtre, Bruno ? Oui, j'ai bien connu Gérard Collomb. Lyonnais comme vous ? Je l'ai connu comme jeune député, d'abord en 86. Puis je l'ai connu au conseil municipal de Lyon, je l'ai connu au conseil régional. Au conseil municipal de Lyon, je représentais en quelque sorte l'opposition de droite nationale et lui représentait l'opposition de gauche. Mais on disait qu'il était le dauphin occulte de Raymond Barre. Je ne me prononcerai pas sur ce point, toujours est-il qu'il a pris sa succession. Mais M. Collomb était typiquement un socialiste. Pendant des années, c'est un homme qui a masqué la réalité derrière les mots. C'est par exemple, il me fait penser à cette autre grande figure du socialisme lyonnais, aujourd'hui décédé, Charles Hernu, député maire de Villeurbanne et ministre de la Défense de François Mitterrand,
qui en 1986, par exemple, demandait à corps et à cri au gouvernement Chirac l'expulsion d'une famille étrangère dont le comportement rendait la vie infernale à tous les voisins, y compris aux immigrés qui, eux, se tenaient convenablement. Pendant que le même Charles Hernu, qualité de député socialiste, votait contre les lois qui eussent permis l'expulsion de ces étrangers. Voilà. C'est le cas de schizophrénie que nous connaissons chez les socialistes. Alors maintenant, M. Collomb a monstruosité, utiliser un mot qu'utilise aussi le Front National. Donc ça lui vaut évidemment d'être conspué par Libération, ça lui vaut une une avec une photo prise par en dessous pour qu'on lui fasse un profil mussolinien. Je ne veux pas être injurieux pour monsieur Collomb, mais physiquement, comparé à Benito Mussolini, il tient pas la route. Voilà. Je ne sais pas ce qui va advenir de tout ça. Je crois que nous jugerons les résultats, bien sûr. Alors, d'une schizophrénie l'autre, Bruno Gollnisch, puisque pendant que M. Collomb donc tient un discours plutôt martial, il se trouve que dans la majorité présidentielle, des députés La République En Marche, on propose dans la nouvelle loi immigration et asile d'étendre l'asile, justement, ou le regroupement familial aux frères et sœurs de mineurs réfugiés en France. Alors, oui, mais tout ça, c'est toujours évidemment la même rhétorique sur le regroupement familial. Bon, tout ça part de très bons sentiments. Le problème, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, naturellement. Alors là aussi, je voyais d'ailleurs dans les colonnes de Libération qu'on disait, oui, mais enfin, des demandeurs d'asile, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait en 2016, il n'y avait que 0,13% de la population. Sauf qu'on nous apprend que en 2017, on a franchi le cap des 100 000, d'ailleurs, donc on est déjà, rien que pour cette année-là, très au-dessus de 0,13, bon, et ainsi de suite. Je crois que c'est l'ensemble d'une politique laxiste et d'une politique incohérente, dont on voit bien, dont chacun peut voir les résultats. Au demeurant, d'ailleurs, le problème principal n'est pas exclusivement les gens qui s'inscrivent comme demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en France illégalement et qui ne s'inscrivent nulle part, et qui, par conséquent, échappent par définition à toutes les statistiques. Il y a également un autre Lyonnais dans l'actualité, Bruno Gollnisch, l'ex-commissaire Néret. Vous aviez évoqué son cas il y a déjà quelque temps, lors d'un de vos Voxbox. Oui, c'est un très grand policier qui a été l'un des principaux responsables de la police lyonnaise et qui avait indiscutablement remporté des succès et puis qui s'est laissé gagner par cette espèce de perméabilité quelquefois nécessaire, malgré tout, qui existe entre la police et ce qu'on appelle les indicateurs qui, comme le nom l'indique, doivent continuer d'appartenir au milieu parce que sinon, ils ne fournissent plus aucune espèce de renseignement. Sauf qu'évidemment, l'indicateur, il peut avoir aussi intérêt à s'attirer les bonnes grâces du policier. Alors, où commence et où finit la trahison, en quelque sorte, de la fonction du policier. Moi, je ne vais pas refaire la procédure, je ne connais pas tous les détails de l'affaire Néret. Ce que je constate quand même, c'est qu'on accable beaucoup le commissaire Néret qui va être jugé et qui risque cette fois de faire de la prison ferme. Il a été condamné en première instance à 30 mois de prison, mais... Ce qui est assez peu. Mais a échappé, mais c'est une peine aménageable, donc ça lui éviterait de retourner en prison où évidemment il rencontrerait peut-être d'anciens clients qui ne seraient pas forcément d'anciens amis. Bon, ça aussi c'est un point à prendre en considération, c'est que la vie en prison n'est pas du tout la même pour certaines personnes. Bien sûr, bon. Mais ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est qu'on parle du corrompu que serait le commissaire Néret, mais on ne parle pas du tout des corrupteurs. Et les corrupteurs qui sont des truands qui ont réalisé par des magouilles financières des profits illicites absolument considérables, eh bien, et ça n'est pas la première fois, ils sont au vert. Du moins certains d'entre eux, ils sont au vert en Israël. Voilà. Parce que ce n'est pas le cas, fort heureusement, de l'ensemble de la communauté juive, que je ne confonds pas avec ces misérables, mais très souvent, quand c'est quelqu'un qui est pris comme ça, la main dans le sac, il va en Israël, il excite de ses origines juives, il obtient de ce fait automatiquement la nationalité israélienne, et comme n'extrade pas ses nationaux. Et comme n'extrade pas ses nationaux, c'était le cas pour la carambouille du Sentier, ça a été le cas dans un nombre incalculable de fois. Je pense qu'il serait quand même temps de faire des remontrances
courtoise, mais ferme à cet État pour qu'il cesse d'héberger sur son territoire des prédateurs qui se sont aussi mal conduits sur le nôtre. Puisque j'en suis à cette question, je dirais que voilà un sujet qui serait intéressant à traiter pour le CRIF, par exemple. Pour le CRIF qui s'est distingué, si j'ose dire, qui se veut conseil représentatif de la communauté juive, mais qui représentativité qui n'a jamais été prouvée jusqu'à présent, et qui a cru pouvoir écarter les témoignages de sympathie que manifestait, que ce soit Mélenchon, qui n'est pas de ma paroisse, comme chacun sait, et ses amis, ou Marine Le Pen, à l'occasion de ce qui aurait dû être d'ailleurs un mouvement unanime de réprobation pour l'odieux assassinat dont a été victime une vieille dame juive. On a l'impression, par définition, de marche blanche, effectivement, est ouvert à tous. Et la famille de cette vieille dame a été particulièrement digne en disant que d'ailleurs ce défilé de protestation et d'hommage était ouvert absolument à tout le monde, sans distinction de famille politique. Mais ça ne convient pas. Il s'est trouvé un certain nombre d'imbéciles pour conspuer Marine Le Pen, qui était extrêmement courageuse d'ailleurs en la circonstance, parce que ça aurait peut-être pu, après tout, assez mal tourner. On a l'impression que le rôle du CRIF, c'est de fabriquer des antisémites là où il n'y en a pas, en quelque sorte. Et je trouve ça profondément regrettable. Alors, dans un tout autre registre, l'actualité un peu plus people, entre guillemets, si vous me passez l'expression, c'est celle de Jean-Vincent Placé, ancien ministre écologiste, qui a été accusé d'avoir proféré des insultes racistes hier au moment où nous enregistrons, hier soir. Oui, puis d'avoir importuné une jeune femme, oui, et puis ça, d'avoir traité les policiers de tocards, ce qui constitue un outrage à personne dépositaire de la puissance publique dans l'exercice, d'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Écoutez, mon premier mouvement serait de dire que celui qui n'a jamais pris une cuite lui jette la première pierre, et à tout péché miséricorde, mais c'est effectivement quand même un peu déplacé, soit dit sans mauvais jeu de mots. Voilà, faisons le mauvais jeu de mots. Vincent Placé a tenu des propos déplacés et il a été placé ou replacé en garde à vue. Voilà. Bon, c'était quand même un petit peu inquiétant quand on pense que l'on confiait à ces personnes, quand même une part de l'autorité gouvernementale dans des secteurs extrêmement importants tels que l'environnement, l'énergie ou autres. Voilà. Mais je ne l'accablerai pas, je n'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, encore moins sur les corbillards, fussent-ils politiques. Alors, vous avez pour le coup accablé tout de même la décision qui a vu 3 légionnaires qui étaient venus au secours d'une femme agressée, eux-mêmes finalement tancés par la justice, puisque les malheureux auraient cassé la dent d'un des agresseurs de cette jeune femme. Vous avez réagi sur Twitter, vous avez contesté cette... Ah oui, moi je ne suis pas du tout du genre à dire on ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est rendue au nom du peuple français, et moi après tout en tant que législateur, modeste certes, et même en tant que citoyen tout court, je m'autorise parfaitement à porter des appréciations sur les décisions de justice. Encore plus quand il ne s'agit pas d'une décision à proprement parler, mais puisque ce que fait ou ce que dit ou ce qu'ordonne le procureur ne vaut pas la décision d'un tribunal. Je vais suivre cette affaire avec une attention particulière. Parce que, écoutez, migrant pour migrant, moi je suis comme cet élève de l'école, la très distinguée école Franklin dans le 16e arrondissement, à qui on demandait, au titre d'exercice de la classe, apportez-nous une photo de migrant qui vous a particulièrement touché. Et je ne suis pas insensible à la misère du monde. Mais alors ce garçon a apporté la photo d'une compagnie de la Légion étrangère, en disant ben voilà des étrangers qui ont trouvé asile sur notre territoire et qui, de par leur fonction, n'aspirent qu'à une chose, c'est à défendre la France, et je trouve ça très beau et très émouvant. Je trouve que ce garçon n'a pas tort, je le félicite d'ailleurs, et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même ces faits que vous rappelez, tels qu'ils nous ont été connus par les réseaux sociaux, à savoir une jeune fille qui se fait voler son téléphone portable, ce qui pour beaucoup de gens est un drame, parce que sur le téléphone portable, vous avez les photos de famille, vous avez
des informations confidentielles, vous avez le carnet d'adresse, vous avez l'agenda, que sais-je encore, qui se fait voler son portable dans le métro, lequel est devenu, dans certains endroits, un véritable coupe-gorge. Il y a 3 militaires en goguette, dit-on, mais bon, qui assistent à l'événement et qui, n'écoutant que leur courage, se précipitent à la suite du voleur, parviennent à le rattraper, récupèrent le portable en question, le livrent à la police, le voleur se débat et dans la bagarre, il a une dent cassée. Et les 3 malheureux se retrouvent placés en garde à vue d'abord, comme un vulgaire ancien ministre de l'Environnement, voyez-vous, et puis ensuite traduit devant le tribunal correctionnel à la demande du procureur. Alors je ne sais pas quel est le nom de ce procureur, mais je pense que il faut qu'on sache qui il est, et surtout si jamais on se trouve à proximité et qu'il est agressé, qu'on sache qu'il ne faut pas lui porter secours. Il ne faut pas lui porter secours parce que c'est extrêmement périlleux. À ce stade, je ne fais pas d'autres commentaires sur cette affaire. J'attends de savoir ce qu'il est arrivé à ces malheureux légionnaires, mais je m'offre, si jamais ils étaient condamnés à quoi que ce soit, et notamment à une amende, pour ouvrir une souscription afin de compenser le préjudice qu'ils auraient pu subir du fait d'une injuste justice. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Bruno Gollnisch. Merci.